C'est bon, on est parti. Bon, ben, merci. Bon, ben, d'abord, ici à l'usine des tramways pour l'invitation. Merci aussi à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, visiblement, André Lavignotte, un grand monsieur de l'apiculture béarnaise, dont il sera forcément question si on parle d'apiculture dans le Béarn, voilà, qui avait proposé justement cette thématique sur les abeilles à l'usine des tramways, qui a pensé à moi pour une intervention et tout ça. Donc voilà, petite pensée à lui. Et puis ouais, voilà, on va donc s'attaquer à ce thème de l'apiculture dans le Béarn. C'est nouveau, hein, c'est la première fois que moi je traite en tout cas ce sujet-là. J'ai l'habitude de faire plutôt d'autres types de conférences, soit sur les abeilles voilà, expliquées au grand public, soit sur des choses beaucoup plus techniques pour les professionnels. Parce que je vais me présenter, donc Paul Fer. Je suis apiculteur entre Orthès et Lac, pas très loin d'ici, à une demi-heure, un petit village qui s'appelle Argagnon. Et donc voilà, en bio, depuis, on va dire, ça fait 3 ans, un peu plus, 3-4 ans, que je reprends la ferme apicole familiale. Donc là, ici, on voit donc mon père, Gilles Fer, que certains connaissent peut-être, un grand professionnel de l'apiculture, qui est venu s'installer précisément dans le Béarn voilà, pour des raisons professionnelles, parce on a un cadre quand même ici dans le sud-ouest plus largement, mais dans le Béarn en particulier, qui est intéressant pour l'apiculture. Donc lui installé, là, qui a pris sa retraite officiellement l'année dernière et qui a bon, une quarantaine d'années d'expérience à un niveau professionnel. Voilà, et moi-même. Donc bon, du coup, par cette occasion-là, je baigne dans l'apiculture depuis tout petit. On me voit là à monter des cadres de ruches avec mon frère, je suis ici. Donc tout petit, voilà, j'aidais un petit peu mon père sans forcément m'imaginer travailler un jour là-dedans. Et puis bon, le hasard a fait que je suis revenu aux abeilles après une scolarité pas très loin d'ici, à Louis Barthou, et puis ensuite à Bordeaux, Sciences Po, sociologie, et puis finalement retour aux abeilles, comme quoi c'est possible. Donc retour aux abeilles en 2015, du coup avec mon père on a écrit quelques ouvrages ensemble, puis après avec d'autres aussi, soit scientifiques, soit apiculteurs. Voici un petit échantillon. Des livres, donc comme je le disais, un peu comme les conférences, ça peut être aussi bien grand public que des choses très pointues pour les professionnels sur l'élevage de rennes, la sélection, la gestion d'un cheptel de ruches, etc. à un niveau professionnel voilà, ou débuter l'apiculture. Donc c'est bien d'avoir ces deux casquettes-là, à la fois apiculteur et conférencier, ou en tout cas soit vulgarisateur, soit formateur à un niveau plus professionnel. Ça peut nous faire voyager un peu partout. Mon père était ici au Portugal, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Moi-même en Arabie Saoudite il y a 2 ans. Il y a des abeilles partout, il y a de l'apiculture partout dans tous les pays, avec une abeille différente, des manières de faire différentes, et on peut voyager comme ça en apportant un petit peu quelques connaissances et en essayant de les appliquer localement. Voilà. Donc là, on le fait plutôt quand la saison se termine. Il faut dire que là, on est en plein boom des abeilles. J'étais encore il y a quelques minutes avec mon stagiaire ici juste en face. On a des ruches au conseil départemental. Donc on était allé les visiter. Voilà, on en profite, on fait un maximum de choses pendant cette saison qui est assez intense. Et l'hiver, à l'inverse, l'hiver, l'automne, on a plus de temps, on peut voyager, on peut voilà, parler d'abeilles ou écrire des ouvrages ou des articles sur l'apiculture. Voilà. Pour ce qui est de l'apiculture vraiment donc pure et dure, on fait beaucoup de rennes. Ma spécialité, c'est quand même l'élevage de rennes d'abeilles. Hein, donc on en voit ici une avec son petit point bleu. C'était il y a 2 ans, elles sont marquées d'un petit point de couleur pour connaître leur âge. Cette année, on les marque en rouge. Et puis voilà, une fois qu'on les élève, soit les apiculteurs viennent les chercher, soit ça peut partir par la poste. Voilà, des apiculteurs professionnels ou apiculteurs de loisirs, enfin petits apiculteurs. Voilà, on fait forcément un petit peu de miel dans le Béarn et dans les Landes aussi. On a des ruches aussi bien voilà, au sud de la forêt des Landes, les coteaux. On verra hein, la diversité des miels qu'on peut faire dans le Béarn.
On a les coteaux du Béarn et la vallée du Gave, et puis ensuite on a les Pyrénées. Nous, on va surtout sur la vallée d'Aspe avec nos ruches. Donc tout ça pour voilà, suivre les floraisons et produire des miels variés avec des goûts spécifiques. On fait forcément aussi du pollen, on en parlera. On est dans une région où il y a une belle abondance de pollen. C'est un peu moins connu que le miel, forcément, mais il y a aussi, c'est une région qui se prête bien à la production de pollen. Voilà. Voilà pour les présentations. Ce qui va donc nous intéresser ce soir, on va commencer par un petit historique, même si ça va être traité assez rapidement. On pourra revenir dessus si vous avez des questions éventuellement. Mais bon, voilà, rapidement, l'apiculture dans le Béarn hier, comment ça se passait? Enfin, hier, il y a longtemps en fait, depuis les débuts de l'apiculture jusqu'à aujourd'hui, avec des nouveaux défis et aussi des opportunités qui apparaissent. Donc voilà. On entend parler souvent des abeilles en termes plutôt négatifs, dans le sens où elles vont de plus en plus mal, etc. Bon, tout n'est pas négatif, forcément. On verra qu'il y a aussi, on terminera quand même par des petites notes d'espoir. Voilà. On commence donc par l'histoire. Là, vous avez une vieille ruche traditionnelle. Alors, même si on veut encore avant ça, avant que l'abeille soit, je mets beaucoup de guillemets, mais domestiquée par l'homme, on allait même se servir dans la nature. Elles étaient dans des troncs d'arbres, dans des rochers, et donc c'était de la cueillette. Avant qu'on parle vraiment de l'apiculture, c'était plutôt de la cueillette de miel. Donc on allait, comme il y avait de l'abondance, parfois les colonies étaient détruites pour pouvoir se servir du miel. Parfois, elle pouvait survivre et se reconstituer, et à nouveau, l'homme revenait prélever du miel. Et ensuite, donc petit à petit, on l'a domestiquée, entre guillemets, et on l'a mise dans les premières ruches comme ça. Je vous ai amené ce modèle-là, qui a été fait par mon grand-père, qui est plutôt, donc lui, dans le Perche et en Normandie. Là, vous avez, c'était tressé, et donc il y a plusieurs types de ruches traditionnelles dans le Béarn, et vous en avez aussi dans le Pays Basque et dans les Landes, différents modèles, on va dire, voilà. Ça c'est le plus commun, qui n'était pas forcément très pratique, ça se déplace pas aussi bien, mais il faisait pratiquer de la transhumance quand même assez tôt, vers les montagnes ou dans la forêt des Landes. Voilà, mais par contre, mais ça se transporte un peu moins bien. Pour éventuellement l'hiver, on mettait une petite couche de terre argileuse pour la protéger un peu plus. Et voilà, on l'appelait donc le burion, le burnon ou le bornat, le brusque aussi, voilà, selon les localités. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes de la langue béarnaise occitane dans la salle, mais voilà, toute cette tradition. Vous pouvez retrouver quelques exemplaires de ces ruches-là. Donc vous avez peut-être connu, certains d'entre vous, la Cité des Abeilles à Saint-Faust, qui a migré dans le département 31 du côté de Saint-Gaudens, à Génos exactement, qui s'appelle toujours donc la Cité des Abeilles. Et sinon, vous avez plus localement le village Emmaüs Paul-Escar qui a ouvert en début d'année une petite, voilà, deux petits bâtiments dédiés aux abeilles, donc un petit musée des abeilles. Et on verra, je vous ai marqué à la fin les dates d'ouverture, c'est le samedi et le mercredi après-midi de mémoire. Voilà, donc vous pourrez voir quelques ruches traditionnelles et puis voilà, plus largement d'autres choses sur l'histoire de l'apiculture ou sur l'apiculture aujourd'hui. Voilà. Là, on parle d'une époque où beaucoup de fermes avaient leurs propres ruches. C'était assez commun, comme on avait des poules pour les œufs, un cochon pour la viande, forcément un potager pour les légumes. On était pas mal autosuffisants, mais pareil pour l'apiculture, sans connaître beaucoup de choses, parce qu'il y avait de l'abondance. Tous les printemps, on pouvait aller cueillir des essaims un peu partout. C'était beaucoup moins malade qu'aujourd'hui, et avait besoin de beaucoup moins d'attention. Une ruche comme ça, par exemple, pour récolter le miel, très souvent on la détruisait et on prenait le miel, et puis voilà. Donc il y a différentes méthodes, ça pouvait être noyé ou avec une mèche de soufre ou des choses comme ça. C'est une pratique qui a été interdite officiellement dans les années 1940, donc c'est pas si vieux que ça, l'étouffage on dit, la destruction des essaims d'abeilles.
Donc voilà, donc ça se prête pas vraiment aux visites. On est obligé, vous voyez, de regarder par-dessous, d'écarter les rayons de miel. On peut pas voir s'il y a une reine, si elle est malade, si voilà. Et pour récolter le miel qui est souvent stocké, enfin sur les côtés et en haut, vous voyez, vous êtes obligé de finalement de tout détruire pour accéder au miel. Alors il y a d'autres régions qui ont inventé des espèces de petites hausses, ce même petit panier avec un trou en fait qui communique et on pose au-dessus, comme ça le miel monte et là on peut récolter sans détruire la colonie. Mais toujours pareil, c'est toujours difficile quand on veut multiplier la colonie ou regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc petit à petit, la ruche à cadre moderne est arrivée. Ce qu'on voit derrière, ce qu'on a l'habitude de voir voilà, aujourd'hui communément en photo, en vidéo, ou si vous vous promenez par-ci par-là, on voit des ruches modernes à cadre qui ont été inventées fin 19e siècle, mais qui ont mis quand même beaucoup de temps à se généraliser. On peut vraiment dire que après-guerre, progressivement, on a abandonné ces différentes ruches traditionnelles, et pour les reléguer plutôt dans des musées où quelques passionnés entretiennent encore quelques ruches comme ça, mais c'est quand même compliqué avec tous les problèmes que rencontrent les abeilles aujourd'hui, de maladies, de virus, de parasites, etc. Besoin de traiter, besoin de les soigner, de les multiplier, etc. On a besoin de quelque chose qui se prête bien aux visites de ruches. Voilà. Donc, mais bon, c'est toujours intéressant de connaître un petit peu et de voir géographiquement comment chaque région avait développé ses propres ruches avec les matériaux locaux. Par exemple, c'est des ruches en liège sur toute la côte méditerranéenne, ou des ruches en châtaignier dans les Cévennes. Voilà, des troncs de châtaignier entiers qui étaient creusés à l'intérieur. Voilà. Et là aussi, il y a toujours des passionnés qui maintiennent ou qui apprennent encore aujourd'hui à tisser, je ne sais pas comment on dit, enfin la vannerie, non, oui c'est ça la vannerie, comment faire des paniers d'osier ou de ronces aussi, on peut utiliser de la ronce pour créer soit des paniers, soit des ruches. Voilà. Alors spécialité béarnaise, là pour le coup, un exemple très, très localisé, vous avez peut-être entendu parler non, des murs à abeilles. Vous en avez comme ça, donc voilà un exemple. Vous en avez quelques-uns. C'est une région qui est surtout localisée donc au sud de Pau, dans le Jurançon, entre Pau et Oloron, on va dire. Vous verrez là, par exemple, c'est à la Seube. On voit donc les vignes en arrière-plan. Et là, vous aviez ces murs plus ou moins proches des fermes, dans lesquels venaient se loger les ruches qu'on a vues précédemment, ou un petit peu comme ça, voilà, des murs à abeilles. Et bon, ça, on en trouve voilà, dans cette région-là du Béarn. Il y en a un petit peu aussi dans d'autres régions françaises, mais c'est quelques exemples comme ça assez sporadiques, et c'est une originalité locale. Voilà. Ici, vous les avez répertoriés, en tout cas les principaux, on suppose qu'il y en a peut-être eu plus que ça. Certains donc étaient comme ici, comme on voit sur la photo, intégrés carrément à la maison. Voilà, donc avec plus ou moins de compartiments, ça allait de 2 à 4 à le plus grand recensé en avait 26, donc 26 petits emplacements pour ruches. Hein. Voilà, donc la Seube, Couperon, Gand, Beauce d'Arros, Saucède, on est, voilà, vous voyez, toute cette région au sud de Pau, jusqu'au début d'Oloron, on va dire. Voilà. Une autre spécialité un petit peu locale, même si on est frontière Pays Basque, aussi côté espagnol, tout ce qui est Aragon, Navarre et Pays Basque espagnol, vous avez cette tradition-là des cires de deuil. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, on peut trouver des infos un petit peu sur Internet. Il y a eu une exposition, je ne sais pas si elle a toujours lieu à Bayonne. Voilà, qui parle de cette tradition. Donc, c'était produit généralement par les bénédictines, enfin, entre autres, mais voilà, plutôt le milieu ecclésiastique qui produisait ces espèces de bougies toutes fines qu'on laissait consumer, donc soit là où siégeait la personne défunte à l'église, par exemple, pendant plusieurs jours, semaines, mois, selon l'importance de la personne, et sinon à son domicile, etc. Lors des veillées, on avait ces cires qui se consument comme ça lentement. Voilà. Une particularité pour ceux que ça intéresse. Donc voilà,
plutôt Pays Basque, mais on connaît aussi, hein, on sait que la frontière peut être un petit peu poreuse entre le Pays Basque et le Béarn. Je pense que ça avait irradié quand même côté Béarn, en tout cas l'ouest du Béarn, cette tradition-là. Voilà. Donc, si on doit résumer un petit peu l'apiculture d'hier, c'était plus au mieux un complément de revenu, mais plutôt vraiment une source de sucre pour sa famille et soi-même. Éventuellement, c'était assez pratiqué dans le milieu ecclésiastique. On avait besoin de cire d'abeille en quantité pour les bougies, les cierges dans les églises. Et après, bon, ben, quelques érudits. Ça a été, par exemple, il y avait toujours l'instituteur. Souvent, on a beaucoup de témoignages d'instituteurs qui développaient cette curiosité pour les abeilles, ou un notable local, ou des scientifiques. Il y a eu des sociétés savantes qui se sont intéressées à ça. Je pense à Paris, par exemple, la Société centrale d'apiculture au Jardin du Luxembourg, où c'était plutôt une population un peu aisée, un petit peu érudite, qui se plongeait dans les livres, etc. Un petit peu comme les ecclésiastiques, c'est eux qui tenaient aussi les manuels d'apiculture, etc., qui mettaient du temps à se reproduire à l'écrit et qui se diffusaient rarement au-delà d'une certaine... d'un certain milieu ecclésiastique qui avait accès aux quelques livres qui existaient, les premiers livres en tout cas, sur les abeilles, qui demandaient quand même un petit peu de connaissances. Ou sinon, c'était des traditions rurales, mais vraiment basiques. Comme je l'écris, on ne cherchait pas vraiment à savoir quel était le type de miel, on ne cherchait pas forcément à faire des miels monofloraux, à les déplacer comme aujourd'hui pour produire tantôt un miel d'acacia, tantôt un miel de bruyère, de ronce ou que sais-je. Voilà. Et ensuite, donc, le virage s'est produit, moi je dirais quand même dans l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale, où là, certains ont vraiment pu se spécialiser dans l'apiculture, en faire leur métier, chose qui était... Il y a quelques témoignages, hein, il y a des régions un petit peu plus... avec une tradition d'apiculture un peu plus importante que d'autres. Je pense à, pas très loin d'ici, dans les Landes, on produisait un miel qui partait vers Paris. Il y avait des miels aussi qui étaient connus dans les régions autour de Paris, un petit peu le miel de Bourgogne, un petit peu le miel un peu plus bas, le miel de Provence, et chaque miel avait sa spécificité, mais on parlait plutôt d'une zone géographique, on disait le miel de Provence, le miel des Landes, plutôt que le miel de Bruyères des Landes, le miel de Bourdaine des Landes, le miel... Voilà. Ça, c'est arrivé un petit peu plus tard avec plus une professionnalisation, donc là, voilà, je situerai moi après-guerre, où il y a eu à la fois plus de monde qui a pu avoir accès à cette pratique de l'apiculture, plus seulement le milieu rural, un peu de tout le monde aujourd'hui peut pratiquer de l'apiculture, des retraités, tous les milieux socio-professionnels peuvent acquérir une ruche, deux ruches, plusieurs ruches, et parfois ça va même jusqu'à devenir une activité professionnelle. Chose qu'avant on parlait plutôt d'apiculture dans le milieu rural ou, comme je le disais, ecclésiastique, érudit. Et voilà. Et aujourd'hui, la population d'apiculteurs, et c'est exclusivement, pratiquement, on est très peu d'apiculteurs professionnels. Il y aura les chiffres juste sur la slide suivante. Au niveau local, au niveau national, il y a 92% donc d'apiculteurs qui ont moins de 50 ruches. Voilà, donc ça veut dire apiculture de loisirs, apiculture où on n'attend pas une production, un revenu très conséquent. Et à l'inverse, donc, du coup, aujourd'hui, il y a une population de 60 000, 62 000 apiculteurs, vous voyez, en France. Donc, ça veut dire qu'il y a il y a autour de 2000 professionnels. Voilà. Donc, ça fait quelques-uns par département. On va voir. On est, de mémoire, 44 professionnels, ou en tout cas 44 personnes à avoir plus de 150 ruches dans le département. Là, je parle du département. C'est plus dur de connaître vraiment au niveau béarnais, mais le département se partage pas mal en deux. Hein. Globalement, je pense, sans trop me tromper, pouvoir dire que la moitié des apiculteurs se trouve côté Béarn, la moitié côté basque, et le nombre de ruches également. On compte donc à peu près 20 000 ruches dans le département, ce qui
Ce qui n'en fait pas le plus gros département, mais quand même, on est dans la moyenne haute, hein, le 25e département en nombre de ruches, donc voilà, quand même une activité importante. 520 apiculteurs déclarés, donc là, tout confondu, depuis une ruche jusqu'à le plus gros apiculteur du département doit avoir pas loin de 900 ruches. Il n'est pas tout seul. Et enfin, donc 44 professionnels qui ont plus de 150 ruches. Souvent, on est considéré professionnel à partir de 150 ruches. Et 35 si on considère à partir de 200 ruches. Il y a eu cette catégorie donc des apiculteurs professionnels a évolué. À un moment, au niveau français, on considérait que c'était à partir de 200 ruches. Et maintenant, on est plutôt autour de 150 ruches et au-delà. Voilà. Bien. On va parler maintenant voilà, de notre terroir béarnais, des différents miels qu'on peut faire. Vous savez qu'on peut voyager au niveau des goûts et des couleurs en goûtant des miels de paysages différents, ou même simplement dans le même paysage, à des moments différents. On va produire tantôt un miel très clair, tantôt un miel très foncé. Souvent, le côté foncé fait qu'il y a plus d'amertume, un goût plus fort, et des miels plus légers, en général, quand ils sont plus clairs. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais globalement, c'est une règle qui peut vous aider. Donc on commence l'année dans le Béarn en général en faisant un miel de printemps, pas défini, souvent un printemps sauvage. Il y a assez peu souvent quand on parle de printemps ailleurs, c'est du colza, hein, un miel qui devient crémeux, blanc, qui a ce goût un peu de chou. Donc là, on parle des régions agricoles autour de Paris, même la Bretagne, la Normandie, voilà. Bon. Ici, dans notre Béarn, même dans les Landes, il y a assez peu de culture de colza, donc finalement on produit un miel avec beaucoup de pissenlit, du saule marceau, là, comme vous avez ici en photo. Donc voilà, en apiculture, on parle des monofloraux ou des polyfloraux, hein, quand il y a une seule fleur ou plusieurs fleurs. Là, en l'occurrence, printemps, sauvage, avec plusieurs fleurs. Il peut y avoir du merisier, il peut y avoir de l'aubépine, il peut y avoir de l'épine noire, etc. Voilà, tout ça c'est mélangé. Et en général, on récolte juste avant la grande floraison là, qui vient d'avoir lieu, qui est l'acacia, qui embaume de partout. L'acacia s'est diffusée, c'est pas natif de France, hein, ni du continent européen d'ailleurs. C'est arrivé, vous savez peut-être, non le robinier pseudo-acacia, on l'appelle. Hein. C'est Robin qui a amené ça, un explorateur français, qui a ramené ça donc du continent américain. Et après, bon, ça s'est diffusé partout. C'était utilisé pour les piquets de vignes, etc., ou pour tenir les talus autour des autoroutes, des chemins de fer avant ça. Donc ça a suivi comme ça beaucoup de soit des zones viticoles ou alors les grands axes du chemin de fer. Et puis après ça s'est un petit peu réparti. Donc voilà, maintenant vous avez du miel d'acacia quand même depuis. Voilà, le plus vieil arbre de Paris est un acacia par exemple, c'est 1700 quelque chose. Voilà. Donc ce miel clair que tout le monde connaît, qui est un miel plébiscité hein, quand même globalement par les Français. C'est le miel le plus identifié, voilà, qui reste liquide durablement, etc. Vous devez connaître. Ensuite, là, plus vers les montagnes, hein, même à partir de 1000 mètres d'altitude et plus, vous avez le rhododendron. Là, c'est pas chaque année qu'on en produit. C'est pas une grosse production non plus, mais c'est assez emblématique des Pyrénées, surtout le 65, mais dans le 64, on en a aussi. Voilà, ces belles fleurs roses là qui sortent maintenant. Hein, c'est un miel qu'on peut produire maintenant pour les plus courageux qui montent avec leur ruche dans des endroits où il fait trop froid l'hiver en général pour les laisser. Voilà. C'est très rare d'avoir des espaces où on laisse des ruches très haut en montagne. Les conditions sont quand même difficiles l'hiver, donc on les redescend et on monte. Donc voilà, on utilise le mot de transhumance comme pour les bergers. Et donc là aussi, un miel très fin qui peut cristalliser, lui, contrairement à l'acacia, mais qui a des notes très fines et subtiles, un peu comme l'acacia, quand il est encore liquide. Ensuite, là, toujours en montagne, et maintenant même un peu en ville, hein, à Pau, on produit un petit peu de miel de tilleul certaines années, il y a des grands arbres qui fleurissent là, maintenant aussi. Donc milieu urbain, ou alors sinon, traditionnellement, c'est plutôt voilà, le bas de la montagne, l'entrée de la vallée d'Aspe, la vallée d'Ossau, vous avez des tilleuls sauvages qui font un miel très particulier, mentholé, très frais, qui cristallise blanc en général, assez rapidement. Voilà, ça c'est
un grand miel emblématique. Et puis bien sûr, bon après ça c'est la valeur sûre, un petit peu nos coteaux, bords de Gave, etc., qui fleurit en ce moment d'ailleurs. Là, vous en avez un peu partout. Si vous prenez l'autoroute, la nationale ou autre, vous verrez des fleurs jaunes dans les arbres. Il y a de fortes chances pour que ce soit le châtaignier, qui fleurit en général en même temps que la ronce. Donc des fois, certaines années, il va avoir une tendance plutôt ronce, plutôt châtaignier, d'autres années, ça dépend des secteurs, ça dépend des années. On va en parler, mais le châtaignier a été malade voilà, par plusieurs raisons, des parasites, des maladies. Donc ça a donné beaucoup moins et on sentait un peu plus la présence de la ronce dedans, ça éclaircit et ça fait un miel un petit peu moins amer. Le châtaignier pur plus foncé et plus amer. Voilà. Ensuite, là, on arrive donc plutôt en milieu fin d'été, hein, quand même le mois d'août dans les Pyrénées, vous avez plusieurs types de bruyères et ce qui domine principalement, c'est la bruyère Calune que vous avez ici en photo. Voilà, ça c'est cet été en vallée d'Aspe. Là, il faut pareil, hein, monter un petit peu en altitude pour trouver de la bruyère. Après, vous avez cette même bruyère aussi dans la forêt des Landes. Les années assez orageuses, assez humides, ça peut produire, on peut faire le même miel à la fois dans les Pyrénées ou dans la forêt des Landes. Voilà. Voilà pour les miels, on en parlera, il y en a encore un miel un petit peu, enfin des miels un petit peu plus récents, qui ne font pas partie vraiment de la tradition de l'apiculture béarnaise, mais qui sont apparus il y a une dizaine d'années. Peut-être que certains voient déjà de quoi je parle, et j'en parlerai à la fin, dans les nouvelles perspectives, les nouvelles opportunités justement. Et comme je le disais, bon, on est dans une région où on peut faire beaucoup de pollen. Le pollen peut se ramasser comme ça par des trappes, un système de trappe à pollen. Hein. C'est tout simplement, on détache les pelotes de pollen que les abeilles rentrent au niveau de leur patte arrière. Et voilà, là, chaque pollen va avoir une couleur différente, un goût différent, comme le miel finalement. Là, on a principalement du pissenlit. Si je reviens sur la photo précédente, on voit cette couleur de pollen de pissenlit bien orange soutenu. Voilà, que vous retrouvez donc dans cette trappe à pollen. Donc il y a du pollen de printemps, et puis après, à ce moment-là, là maintenant, le châtaignier et la ronce, il y a du pollen en abondance, et on peut en prélever sans mettre en danger la colonie, qui utilise ce pollen-là, hein, peut-être que vous savez, pour nourrir, c'est leur source de protéines, pour nourrir les larves et élever de nouvelles abeilles. Voilà. Alors là, on arrive sur un sujet un peu plus... on aurait pu faire la conférence que là-dessus. Y a-t-il une abeille béarnaise? Je vais passer assez vite dessus. Là, vous avez en photo l'abeille noire. L'abeille noire, c'est l'abeille historique que vous avez de la moitié nord de l'Espagne, à travers toute l'Europe jusqu'à l'Oural, pratiquement, hein, sur la partie occidentale de la Russie. Avec quelques exceptions dans les Alpes et en Italie, avec des abeilles différentes, et dans les Balkans, parce que voilà, vous avez des frontières naturelles qui ont fait qu'une abeille particulière s'est développée, mais sinon cette même abeille noire recouvrait une surface importante de l'Europe et toute la France. Toute la France était peuplée de ces abeilles noires qui progressivement ont été remplacées par des abeilles qu'on a trouvées à un moment donné plus productives ou plus intéressantes pour ceci, pour cela. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une abeille béarnaise? Il y a quelques apiculteurs qui utilisent encore l'abeille locale, l'abeille du pays, cette abeille noire, et qui a été sujet de beaucoup d'hybridation, forcément. La sélection d'abeilles est très compliquée. Une reine se féconde à l'extérieur de la ruche avec plusieurs mâles qui eux-mêmes viennent de plusieurs kilomètres à la ronde. Donc tout ça, ça fait un brassage. Et donc, y a-t-il une abeille béarnaise encore pure aujourd'hui? Je ne pense pas. De toute manière, elle n'a pas vraiment été caractérisée. Vous avez un effort de conservation de l'abeille noire sur la côte, au Pays Basque, à cheval hein, sur les deux frontières. Côté espagnol, très dynamique. Côté français aussi, quand même, une association un peu moins importante que celle côté espagnol. Mais quand même, voilà, ils sont un peu plus peut-être attachés à leur abeille que nous. Et vous avez aussi une nouvelle association qui s'est montée d'abeilles noires dans les Landes. Voilà. Ici, bon, chacun utilise son abeille, et bon, ça peut se comprendre aussi. Chaque abeille a ses avantages et ses inconvénients, et s'il y avait une abeille qui avait correspondu à tout le monde, on n'aurait pas amené des abeilles d'un petit peu partout. Voilà. Très bien. Donc,
on va parler maintenant des défis et des opportunités. Donc là, une période plus récente, hein, en commençant par les aspects négatifs et puis en terminant par le positif voilà, pour pas que vous partiez tous déprimés. Parce qu'il y a des points, il y a des points positifs quand même. Voilà. Voilà, vous en avez forcément entendu parler. Notre frelon asiatique, qui est un frelon asiatique, hein, finalement. On dit le frelon asiatique, mais il y a plein de frelons asiatiques qui pourraient arriver un jour. Et en l'occurrence, l'un d'entre eux est arrivé en 2004, a priori sur les rives de la Garonne, et ensuite c'est diffusé voilà, très rapidement dans tout le sud-ouest et progressivement à l'ensemble de la France. Et il est aussi descendu vers le sud, en Espagne, au Portugal. Ils ont beaucoup de problèmes actuellement avec cet insecte. Moi je me passionne pour globalement tous les insectes. C'est un insecte qui est intéressant à connaître, qui est plutôt beau d'aspect, qui n'est pas spécialement agressif, mais faut dire qu'il pose quand même problème aux apiculteurs, pas seulement aux apiculteurs d'ailleurs, hein, tout particulier qui aurait un nid dans son jardin, ça peut poser problème. Tous les entreprises ou les mairies qui doivent s'occuper des espaces verts sont aussi confrontés aux frelons asiatiques, donc c'est un problème. Je vous ai mis en poids, parce que ça se nourrit d'insectes. Ça pose un problème pour les abeilles, puisque ça mange des abeilles vivantes. À l'entrée des ruches, ça les stresse, etc. Par an, un nid mange 11,32 kg, c'est précis. Et au minimum, un tiers de ça, ce sont des abeilles. Voilà. Donc voilà, ça c'est un problème récurrent chaque année, hein. On n'est pas embêté aujourd'hui, mais on sait qu'à partir du mois de fin juillet, et puis ça va aller crescendo, août, septembre, octobre, là, toute la fin de saison en apiculture est perturbée par ce frelon, qu'il faut savoir distinguer des autres, hein. Le frelon européen nous pose beaucoup moins de problèmes, même s'il mange quelques abeilles, mais bon, il était là avant, et puis à lui seul, il ne pose pas une grande menace. Et après, bon, voilà, à ne pas confondre surtout avec le bourdon ou la guêpe, et encore moins avec l'abeille. Mais là, en général, ça va. C'est plutôt ici que la confusion peut se faire. Voilà. Donc frelon européen, frelon asiatique. La taille est assez semblable. Normalement, c'est le frelon européen qui est légèrement plus grand, mais ça ne se voit pas toujours. Voilà. Donc le frelon commence à faire un petit nid primaire que vous pouvez voir chez vous dans un abri de jardin ou quoi, quelque chose d'abrité, avant de partir plutôt donc à faire un nid beaucoup plus grand à la cime des arbres. Et donc voilà, si vous le voyez à la fois petit ou plus grand, je vous conseille de prévenir soit les services de la mairie, soit une société qui viendra détruire le nid pour éviter qu'il y ait une diffusion plus grande l'année suivante, parce que chaque nid produira des nouvelles reines fondatrices frelons, etc. Voilà. Donc c'est une lutte permanente chaque année. On essaie de maintenir le nombre de nids plutôt bas, et puis après il y a une petite... au petit bonheur la chance, il y a des secteurs parfois où il y a beaucoup plus de nids, on est obligé de s'en aller. Il y a d'autres secteurs où la pression est tenable, et puis voilà. Aujourd'hui, en montagne, beaucoup d'apiculteurs dernièrement sont partis en montagne, on était un peu plus... voilà, ils nous embêtaient un petit peu moins. En général, l'été, il n'arrivait pas tellement à prendre de l'altitude, et finalement, chaque année, on voit que la pression augmente un petit peu plus en montagne, et l'année dernière, il y avait pratiquement pas de différence entre le bout de la vallée d'Aspe et le bas, ici, la région de Pau, tout le long du Gave ou la côte basque, sont très très impactés. Voilà. Si le nid se développe, il peut grossir comme ça, et encore plus, souvent donc, en haut d'un arbre, une boule un petit peu ovale. Si on dézoome, ça donne ce genre de choses. Voilà. Quand les feuilles tombent, on s'en aperçoit. Il est souvent un petit peu trop tard, on arrive au mois de novembre, décembre, ça vaut plus trop le coup de le détruire. Si on est encore en octobre et un petit peu plus tôt en septembre, ça peut valoir le coup encore de faire détruire le nid. Et voilà ce que ça donne. Donc la photo est un petit peu sombre sur mon ordinateur, ça sortait mieux. On voit un frelon ici, donc la colonie ne travaille plus, au bout d'un moment elle se met en boule et elle protège l'entrée de la ruche. Et donc, alors qu'elle devrait, la fin de l'année arrivant, et l'hiver approchant, faire des réserves, maintenir une population bien nourrie et importante, et lui vient perturber tout ça, à un moment où il y a d'autres aussi prédateurs qui peuvent arriver dans la ruche, des parasites, etc. Voilà.
Donc ça pose problème. Il n'y a pas que lui. On a aussi donc, vous avez peut-être vu en vous baladant dans les Pyrénées, ou même si vous avez dans votre jardin des buis, la pyrale du buis, c'est pas un insecte qui s'en prend directement aux abeilles, mais il y a une conséquence indirecte qui est la disparition des buis qui apportait quand même une source de pollen pour nos abeilles en début d'été, il me semble. Ouais. Printemps, début d'été, la floraison. Et donc, voilà, la pyrale du buis, résultat des échanges internationaux. Je crois que ça arrive d'Asie, donc est venu et a posé beaucoup de problèmes et beaucoup de buis. Je ne sais pas si vous avez, il y a un petit équilibre qui semble se créer, mais par exemple les buis sauvages en montagne, il y avait des pans entiers de montagne qui avaient cet aspect-là, vous voyez, qui avait perdu les feuilles, et puis au bout d'un moment, la plante ne peut plus survivre. Voilà, une conséquence indirecte de l'arrivée d'un prédateur. Là aussi, le cynips, donc j'en parlais tout à l'heure, il y a eu beaucoup moins de récoltes de châtaigniers si on remonte à il y a 10 ans et jusqu'à il y a 2-3 ans, on avait quand même très peu de châtaigniers, puisqu'ils étaient tous affectés par le cynips du châtaignier, donc qui venait pondre. C'est un petit insecte qui vient pondre sa larve au moment où le bourgeon est en train d'éclore, et donc l'arme n'arrive pas à sortir de feuilles, elles sont toutes avec ces sortes de gales rouges, et donc les feuilles et les fleurs avortent. Et donc beaucoup de branches et même des fois des arbres finissaient par en mourir. Voilà. Donc on a lâché les apiculteurs au niveau sous forme, il y a des associations au niveau régional qui réunissent les professionnels, et donc on avait réussi à faire des lâchers de Thorémus, qui est un prédateur de ce cynips du châtaignier, et donc l'équilibre s'est recréé à nouveau. L'année dernière aurait pu être une bonne année de châtaigniers, parce qu'ils étaient tous bien développés. Malheureusement, il y a eu de la sécheresse, mais cette année, donc, ça peut être la bonne. Voilà, on a toujours espoir quand on est apiculteur de faire la bonne année. La prochaine, ça va être la bonne. Et c'est pas toujours le cas, mais on vit dans l'espoir. Et puis certaines années, ça marche. Et le début d'année, par exemple, est plutôt encourageant cette année. Voilà. L'ours, là aussi, quelque chose de très local. C'est pas dans toutes les régions qu'on vous parlera de l'ours, dans les prédateurs de l'abeille, mais c'est pas un prédateur qui nous embête du tout. C'est très épisodique. Il y a dû y avoir très peu d'attaques. Nous, on a fait partie des apiculteurs touchés. Donc en 2004, Vallée d'Aspe. Je ne sais pas s'il y a des passionnés de l'ours. Si la date de 2004 vous dit quelque chose, c'est un ours connu qui s'en est pris aux abeilles. C'est Cannelle, ouais, exactement, Cannelle, qui a mal fini malheureusement. Et c'était la même année. Donc elle avait un petit à nourrir, et c'est pour ça qu'en fin d'été, j'étais au Canada il y a 2 ans, et dans les conversations, quelqu'un dit « Ah ben tiens, en fait, la saison des ours arrive ». Il y a une saison des ours, et oui, en fait, pour préparer l'hiver, ils font des réserves de graisse, forcément, et donc ce qu'ils trouvent dans la nature leur suffit pas toujours, et c'est là que, par opportunité, ils peuvent s'en prendre à une ruche par-ci par-là. Bon, là, je ne sais plus, cette fois-là, il y avait 2-3 ruches qui avaient été détruites. C'est pas une perte irrémédiable pour nous, et c'est tellement rare que finalement, nous, ça nous impacte pas du tout. On préfère qu'il y ait des ours dans les Pyrénées. Et donc Cannelle, la dernière ours béarnaise, 100% béarnaise, parce qu'elle avait un petit à nourrir cette année-là, fin d'été, on était fin août 2004, et j'accompagnais mon père en plus ce jour-là. On voit des ruches éventrées, on se dit « Ah mince, une tempête », ou des fois, il y a une ruche un peu déséquilibrée qui peut tomber, on commence à ramasser tout, et puis là, non, on voit en fait, ici on le voit un petit peu mieux, des traces de griffes, et puis des cadres emmenés comme ça un petit peu plus loin dans des fourrés, et donc l'ours avait mangé, et c'est pas, on a souvent l'image de Winnie l'ourson qui mange du miel, mais finalement il cherche surtout le couvain, les larves d'abeilles, source de protéines. Voilà. Le miel, c'est un petit bonus, c'est toujours agréable, une petite douceur, mais à la saison, ils veulent surtout faire des réserves de protéines, et le couvain d'abeilles est très riche. Le couvain, donc c'est les œufs, les larves, qui sont très riches en protéines. Donc voilà, l'ours peut faire partie des prédateurs. C'est un exemple très local. Même en France, il y a très peu de régions où il peut y avoir des attaques d'ours sur les ruches. On en fait partie. Voilà. Mais c'est extrêmement rare. Et donc, suite à ça, on savait qu'il y avait un ours dans le secteur. Ça s'est passé dans le parc national. Donc, il y a eu une enquête. Quand on a dit qu'on avait une attaque d'ours, on nous a dit surtout touchez à rien, on arrive. Et les experts sont arrivés un peu comme
comme à la télé, expert Miami, etc. Prendre des poils, mesurer la taille des empreintes, des griffes, et voilà, pour déterminer quel ours était dans le coin. Et donc suite à ça, ils ont pu resserrer un peu le périmètre, et quelques jours après, il y avait donc un des deux un des deux experts qui était venu voir un petit peu les dégâts, qui avait réussi à filmer l'ours et son petit ourson. Et malheureusement, quelques jours après encore, en novembre, elle était tuée par un chasseur. Voilà. Vous connaissez peut-être l'histoire. Donc voilà. Juste avant, elle était bien nourrie avec des abeilles de chez nous. Voilà, si on continue un petit peu, si on élargit, là on a parlé de prédateurs en particulier, mais l'homme aussi, finalement, le premier prédateur peut-être de l'abeille. Il y a forcément, on peut parler d'activité agricole, mais en tout cas une certaine activité agricole qui peut avoir des conséquences sur la santé des abeilles. On voit par exemple, et c'est malheureusement encore le cas dans des zones, alors qu'on parle beaucoup de prise de conscience écologique et tout ça, on voit malheureusement toujours cette tendance d'agrandissement des parcelles. Du coup, on détruit les haies qui étaient là et qui abritaient une biodiversité en plantes, en faune, etc., qui sont intéressantes pour l'abeille. L'abeille a besoin de trouver des plantes on a vu les miels principaux, mais au milieu de ces miels principaux qui apportent souvent beaucoup de nectar d'un coup, il faut quand même plusieurs sources de pollen variées, et chaque fleur a son rythme. Et donc il faut, plus on a un paysage varié, et plus on a une abeille en bonne santé qui arrive à bien se nourrir. Et donc elle trouve des fois ses sources de nourriture dans des haies, dans des bords de chemin, etc. Et quand on fait de plusieurs parcelles une seule parcelle géante, et qu'on met ici typiquement du maïs, on perd beaucoup de choses pour l'abeille, pour son bol alimentaire. Il n'y a pas que ça, on peut parler du désherbage, on peut parler du drainage des zones humides pour pouvoir maximiser un petit peu plus, avoir des parcelles, on utilise le mot propre en agriculture, on veut que tout soit propre, qu'il n'y ait plus de ronces, qu'il n'y ait plus de bois qui fassent de l'ombre à nos cultures, et ça c'est un petit peu dommage. Alors, tous les agriculteurs ne sont pas classés dans ces pratiques-là, heureusement. Même ça se passe très bien quand même avec la très grande majorité des agriculteurs, en tout cas pour parler autour de chez nous. Voilà. Mais bon, malheureusement, on voit toujours ce genre de choses qui nous attristent, nous. Voilà. Et puis, je pense que si nos abeilles se plaisent bien dans un endroit, on est content en général de voir de la diversité. On voit des papillons, on voit d'autres types d'abeilles sauvages, solitaires. Et on se dit, là c'est un bon endroit pour nos abeilles, elles vont trouver de quoi manger, elles vont trouver un environnement plus sain dans certains coins que dans d'autres. Voilà. Et après, au-delà de l'agriculture, vous avez de l'activité humaine en général. La gestion intensive des forêts n'est pas très bonne dernièrement. Là aussi, on ne prend pas, je pense, un très bon virage, une très bonne direction. Si on regarde la forêt des Landes, ou si on regarde même nos petits bois avec des coupes rases par moment, on va même jusqu'à enlever les souches. Alors que ça porterait du bois en décomposition, ça peut enrichir le sol, mais non. On cherche à faire du bois énergie, les pellets pour chauffer les maisons ou autres. Souvent, c'est fait à partir de ce qui reste après avoir fait une coupe de bois. Il va rester des branches, il va rester des souches. On sort les souches, on les broie. On sort les branches, on les broie, et on en met dans nos chaudières. Et malheureusement, ça appauvrit aussi le sol. Et puis, quand on fait une coupe rase, là aussi, on avait par exemple une forêt de châtaigniers, un bois un petit peu varié. Tout ça, ça met du temps à se régénérer. Pareil, quand la gestion de la forêt qui est très intensive dans les Landes, les premières années, quand on plante des jeunes arbres, on fait passer le rouleau hollandais où on enlève toute la bruyère, tous les ajoncs, tout ce qui fait des taillis qui pourrait gêner la pousse des arbres les premières années. Pareil, on pense que c'est de la forêt, que c'est naturel, c'est sauvage, et finalement ça peut être aussi géré de manière assez intensive et du coup apporter beaucoup moins de ressources pour les abeilles et puis pour tous les pollinisateurs en général, voilà, et la faune. Voilà, ça c'est un peu problématique. Si on quitte le domaine des forêts, il y a le fait de vouloir tondre trop souvent son jardin, ou il y a des communes qui veulent aussi un gazon impeccable. Ça c'est vert, mais c'est pas intéressant pour les pollinisateurs, pour la faune. Vous aurez très peu de diversité de plantes dans un beau gazon. Et à l'inverse, si vous laissez un petit peu, si vous faites des tontes alternées, si vous réduisez un petit peu le périmètre que vous tondez, vous allez voir plein de fleurs, plein de papillons, plein d'insectes apparaître, et c'est toujours plus sympa.
les bords de route donc, et puis après la bétonisation, bah forcément quand on construit des maisons ou des parkings ou des centres commerciaux, etc., bah on réduit un petit peu ces zones de biodiversité. Et plus généralement, bon, ben, l'activité humaine, vous le savez tous, produit du dérèglement climatique, donc il y a un réchauffement, mais il y a surtout du dérèglement. Donc on a des gelées très tardives, par exemple, qui nous impactent plus que les gelées d'avant, parce qu'on avait des hivers vraiment marqués, la végétation ne démarrait pas, et donc une fois que l'hiver était terminé, ben, ça y est, tout démarrait, et puis les abeilles travaillaient, enfin, toute la nature se lançait, alors que maintenant, bon, ben, ça donne signe que c'est parti, les bourgeons sortent, etc., et puis on se prend des gelées tardives. Et ça a beaucoup de dégâts. Pendant plusieurs semaines, les abeilles ne trouvent plus à manger parce que voilà, la végétation met un petit moment avant de se régénérer. Voilà. Dérèglement climatique, bah, après la sécheresse nous impacte beaucoup. Pour qu'une plante produise du nectar et du pollen, il faut qu'elle ait quand même suffisamment d'humidité au niveau des racines. Et donc voilà, la sécheresse qu'il y a eu l'année précédente, par exemple, l'année précédente a été une très très mauvaise année pour l'apiculture, pour l'agriculture en général et pour l'apiculture, bien sûr. Voilà. Si jamais, ça c'est un outil intéressant, remonter le temps.ign.fr, certains connaissent peut-être. Quand on va sur ce site, on a deux fenêtres qui s'ouvrent et on peut comparer le paysage de n'importe où en France, comment il était par exemple dans les années 50-65 et comment il était dans les années 2010. Là, par exemple, c'est une vue aérienne de chez moi. Alors, bon, bien sûr, ça ne rend pas très bien, et puis la lumière vous aide pas beaucoup non plus, mais si je peux m'écarter un peu, vous avez ici le Gave, donc on est sur la commune d'Argagnon, hein, on voit une zone assez agricole avec des bois, très peu de maisons. Et puis si on avance dans le temps, donc un petit bond de 50 ans, enfin 60 ans même, vous avez une autoroute qui est apparue. Vous avez beaucoup de champs en fait qui ont fusionné. Avant, on avait toute une mosaïque de petits champs et tout d'un coup, des plus grandes parcelles sont apparues avec une seule culture à la place de plusieurs cultures différentes. Voilà. Et bien sûr, toutes les haies qui étaient au milieu, dont je parlais, les fossés, tout ça, ont disparu. Voilà. Et l'habitat s'est développé aussi en suivant les axes principaux, mais il y a beaucoup de maisons, beaucoup de zones pavillonnaires qui sont apparues, et là aussi donc l'espace sauvage, les possibles ressources pour nos abeilles, puis pour tout le reste, vont un petit peu en se réduisant. Et encore là, on est en 2010, et si on avance dans le temps, je peux vous dire que ces parcelles-là, il n'y en a plus qu'une, etc. Que les bois, beaucoup de bois ont été coupés, etc. Voilà. Donc ça aussi, c'est bien pour se rendre compte de comment a évolué notre paysage. Faire une autoroute, c'est pas anodin. Enfin, une autoroute, une route ou n'importe quoi, ça fragmente le paysage et toute la biodiversité que vous avez ici peut pas migrer ici si par exemple il y a un réchauffement climatique ou quoi. On a construit des barrières qui fractionnent notre territoire. Bon, maintenant sur les autoroutes, on a pris un peu conscience de ça et vous voyez des passages de biodiversité. Quand on prend l'autoroute, ça se passe au-dessus, des fois ça se passe au-dessous aussi. Les batraciens, tout ça peuvent maintenant trouver quelques petits passages, mais pas toujours. Voilà. Très intéressant ce site. Voilà. J'avance un petit peu dans les opportunités et les avancées technologiques. Vous vous rappelez des ruches anciennes qui ne sont pas forcément faciles, mais il y a des photos, les premières photos noir et blanc, on voit des ânes trimballer une ruche d'un côté et une ruche de l'autre pour faire des transhumances, ça existait, ou des charrettes. Bon, aujourd'hui, on a des choses un peu plus mécanisées, on a des grues pour ne pas avoir à trop se casser le dos, enfin pour ceux qui peuvent, hein. Là on parle d'une agriculture plutôt, enfin d'une apiculture plutôt professionnelle. À un niveau plus petit, on ne peut pas forcément investir dans du matériel comme ça, mais voilà. En tout cas, pour le côté professionnel, c'est plus facile aujourd'hui de transhumer des ruches en montagne que ça l'a été si on remonte il y a 50, 60 ans ou plus. Voilà. Là aussi, on n'est plus obligé, une fois qu'on a posé des ruches en montagne, vous savez que la météo peut être très très différente là-bas d'ici. Et des fois tout se passe bien chez nous, ça produit du miel, etc. On se dit, bon, là-haut, ça doit être pareil. Et puis finalement, ça peut mourir de faim et inversement. Des fois, on va sur un rucher, on se dit, il faut nourrir, et puis finalement, non, il y a du miel à profusion. Donc là, au moins, il y a des outils. Maintenant, c'est surtout la balance électronique qui a changé un petit peu
qui a facilité un petit peu l'activité apicole à un niveau là aussi quand même plutôt professionnel, même si ça coûte pas si cher que ça. Même un petit apiculteur pourrait se procurer un outil comme ça s'il est loin de ses ruches, si elles sont loin, ça peut voilà, éviter de faire des déplacements. On sait ce qui se passe un petit peu à distance, et là typiquement on voit une ruche qui prend du poids avec le miel qui rentre progressivement. Si inversement la courbe baisse, on sait qu'il faut plutôt soit les déplacer ou soit les nourrir si vraiment on n'a pas un meilleur endroit pour les amener. Voilà. Donc ça c'est un outil intéressant. Et on a aussi, bon, il y a eu des vols, enfin il y a des vols de ruches, ça existe depuis toujours. Si on regarde des vieux écrits, alors c'était rigolo, mais il y a toute la liste des châtiments qu'on peut recevoir quand on est pris à voler des ruches. Bon, aujourd'hui il n'y a pas des châtiments, mais il y a toujours des vols de ruches. Mon père a commencé sa carrière avec un vol de 63 ruches dans les Landes. Il a mis du temps avant de retrouver la personne qui lui avait volé les ruches, mais il a réussi. Aujourd'hui, on peut équiper des ruches. Bon, là, c'est une marque en particulier, mais il y a d'autres systèmes comme ça, pas très gros, des petits trackers, on appelle ça en anglais, à mettre dans les ruches qui ne prennent pas de place. Et si jamais la ruche se déplace, on est averti. Voilà, donc la technologie peut aussi nous aider. Donc, voilà, ça c'est le côté positif. Je vous ai parlé des menaces, etc., mais on a aussi la technologie ou la technique, ou même les savoirs qui avancent, qui progressent. On connaît un peu plus de choses sur la santé des abeilles, même si régulièrement la liste des prédateurs ou des maladies s'allonge, les connaissances et les parades progressent aussi, heureusement. Et donc pour justement s'informer sur les abeilles et toutes les connaissances que ça demande aujourd'hui, si jamais vous êtes intéressé par le sujet, ou pour même franchir le pas et avoir vos ruches, il faut bien se documenter. Et donc il y a aujourd'hui, chose qu'il n'y avait pas dans le Béarn des années 50, 60, il n'y avait pas toutes ces structures-là. Aujourd'hui, à tous les niveaux, un niveau professionnel, donc l'ADANA, l'Association de développement de l'apiculture en Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelait l'ADAC avant, juste il y avait Aquitaine. Là, ça accompagne les professionnels, ou même une personne qui n'est pas encore à un niveau professionnel, mais qui aura un projet de se développer, elle peut frapper à cette porte-là. Dans le département, vous avez bien sûr un syndicat d'apiculture, donc l'abeille des Gaves et Nives, dont je suis d'ailleurs le vice-président. Qui peut accompagner, qui peut régler les problèmes de vol de ruches ou d'assurance de ruches, etc. Ou aider des personnes à s'installer ou autres. Voilà. Mettre en contact, mettre en réseau les gens s'il y a besoin. Le GDSA, là, c'est plus pour des problématiques justement sanitaires, le groupement de défense sanitaire de l'apiculture, une association là aussi qui se réunit autour des thématiques de la santé des abeilles, comment protéger au mieux ces ruches, etc. Voilà. Enfin, après, donc là, c'est plus pour débuter. Vous pouvez vous inscrire dans un rucher école. Vous en avez un historique, le rucher école du Béarn qui est à Gelos. Vous avez une antenne à Saint-Castin, et puis vous avez plus récemment un rucher école qui s'est créé aussi dans le Vigby à Limbey, voilà, avec un projet d'ailleurs de mielerie collective. Donc la mielerie collective du Grand Vigby, et puis vous avez aussi une mielerie collective à Sarance. Là, c'est pour éviter d'acheter trop de matériel d'apiculture. Vous pouvez vous inscrire dans cette association-là et réserver un créneau et extraire votre miel, parce que c'est quand même des machines qui demandent un petit investissement. Quand on débute en apiculture, plutôt que d'investir dans tout le matériel, on peut utiliser finalement des outils qui existent. Voilà. Il y a aussi une mielerie collective au rucher école de Gelos. Voilà. Il y a d'autres acteurs sur le territoire. Quand on parle d'apiculture dans le Béarn aussi, on doit aussi, on entend parler en tout cas de ces noms-là. Le grand acteur historique et incontournable, c'est la famille Michaud, Lune de Miel, qu'on trouve dans toute la France, qui est le leader européen du miel et même des autres produits sucrés, qui a créé une fondation donc, qui distribue de l'argent aussi pour soutenir différents projets en apiculture. Ça fait un moment qu'ils sont là, vous savez, ils sont au sud de Pau, à Gand, 4e ou 5e génération, donc voilà, un poids lourd au niveau local. Rapid Distribution, donc c'est plus pour la partie matérielle apiculture, mais ils font aussi des conférences et des formations. Ils sont situés à l'Escar. Vous avez le village Emmaüs dont je parlais, plus grand village Emmaüs de France, qui a voulu avoir une ferme, etc. Beaucoup d'outils pédagogiques sur la nature, sur l'alimentation, etc., le recyclage, et qui a donc, depuis quelques années, avec notamment la personne d'André Lavignotte, créé un rucher avec une mielerie, et donc, depuis le début de l'année, même
belle collection pour créer un musée de l'abeille. Donc, je vous mettrai les horaires d'ouverture l'après-midi, le mercredi et le samedi. Et Abeilles et Territoires, donc une association qui fait du lien entre les agriculteurs et les apiculteurs, située donc à Limbey, qui a créé ce projet de miellerie collective, etc., voilà, qui entraîne voilà, différents projets autour de l'apiculture, très intéressants. Dans les opportunités, et j'en aurai bientôt fini, il y a aussi, on a vu apparaître localement des nouvelles plantes qui produisent des nouveaux miels qu'il n'y avait pas il y a 10, 15, 20 ans dans le département et a fortiori dans le Béarn. Je pense au sarrasin, la culture du sarrasin, qui était plutôt une culture de la Bretagne, ou en tout cas de la moitié nord de la France, qui depuis une dizaine d'années s'est implantée ici, le long du Gave, où voilà, il y a différents agriculteurs qui se sont mis à produire du sarrasin, qui est très très intéressant donc pour nos abeilles, comme on le voit là, produit à la fois du nectar et du pollen. Hein, vous savez qu'il y a des plantes qui font l'un, des fois l'autre, des fois les deux. En l'occurrence, le sarrasin a une floraison assez longue, à un moment assez stratégique, en plein cœur de l'été, voire en fin d'été. Donc pour constituer des réserves pour nos abeilles, c'est intéressant, et encore plus pour faire un miel qui a un goût très très particulier en plus, si vous avez eu l'occasion de goûter. Qui est très bon, mais qui a une odeur un petit peu surprenante. Voilà. Là, on est donc au mois de août-septembre. Ensuite, toujours un petit peu fin d'été, vous avez, ça vous connaissez, non, la balsamine de l'Himalaya, plante invasive, et qui est venue donc s'introduire dans des milieux plutôt humides, tout le long du Gave, hein, en gros, et qui produit donc du pollen. Alors, je ne sais pas si vous distinguez l'abeille, elle a le dos couvert de ce pollen blanc. Quand elle rentre à la ruche, on sait tout de suite qu'elle est allée sur une fleur de balsamine, donc il va faire à la fois du miel et à la fois du pollen. Voilà. Un moment, pareil, important, en fin d'été, pour des bonnes réserves. Et toujours dans les mêmes secteurs, ça vous dit quelque chose? Bon, la photo, on ne voit pas tout, on voit surtout la fleur, mais donc c'est la renouée du Japon. Hein, vous en avez partout, voilà, pareil, une invasive, que vous avez tout au long du Gave, dans les fossés, un petit peu partout, mais c'est vraiment au bord du Gave, quand elle est vraiment en concentration importante, qu'on arrive à faire un miel monofloral de renouée du Japon, et à ma connaissance, c'est le seul endroit dans toute la France, cette zone-là, globalement, le long du Gave, entre Orthès et Pau, un petit peu avant, un petit peu après, et puis maintenant de plus en plus, même en remontant le Gave d'Aspe et tout ça, où vous pouvez produire du miel monofloral de renouée du Japon, là aussi, donc fin août et tout le mois de septembre. Voilà. Plus du nectar. On lit des fois qu'il peut y avoir du pollen, mais à ma connaissance, il n'y a pas de pollen sur la renouée. Et là aussi, un goût complètement original, de fruits tropicaux, de litchi en général. Quand on fait une dégustation à l'aveugle, beaucoup de gens s'arrêtent sur ce miel-là, qui est complètement atypique. Voilà, et qui a beaucoup de succès. J'en arrive aux conclusions. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Et donc, on a vu que la présence de l'apiculture dans le Béarn était ancienne. Hein. Les ruches, on a vu cette évolution, de passer des ruches, de la cueillette même, aux ruches anciennes, traditionnelles, et puis aux ruches modernes à cadre aujourd'hui, avec donc les ruchers, les murs à abeilles que vous pouvez visiter au sud de Pau et dans tout le Jurançon. Des atouts et des fleurons locaux, donc je parlais de Famille Michaud, les ruchers écoles, etc., des musées, donc il y avait la Cité des Abeilles à Saint-Faust qui a attiré beaucoup de gens pendant très longtemps, toutes les années 90, 2000, où ça a beaucoup fonctionné, ça a attiré des gens vraiment partout en France, même ailleurs dans le monde. Tous les gens de ma génération sont allés à un moment donné avec leur classe à la Cité des Abeilles ou avec leur famille. Et voilà, et cette Cité des Abeilles, si vous voulez la retrouver, elle est aujourd'hui, donc comme je le disais, à Génos, du côté de Saint-Gaudens. Et sinon, vous avez toujours un petit musée à Emmaüs. Et ensuite, après, donc, de la diversité dans les productions, on a quand même de la chance de pouvoir produire autant de miels différents dans un paysage quand même, enfin, dans un périmètre assez réduit. Il y a des apiculteurs qui font des centaines de kilomètres dans d'autres régions pour produire différents miels. Nous, finalement, 1 heure, 3/4 d'heure de route, on peut produire des fois 7 miels, les bonnes années, 7 miels différents. Voilà, c'est quand même une chance. Et puis des miels vraiment très spécifiques, monofloraux. Voilà. Et bon, une variété dans les pratiques, je ne me suis pas arrêté beaucoup dessus, mais il y a plein de pratiques d'apiculture différentes à tous les niveaux, selon les échelles, etc. Et donc,
l'évolution récente, on a vu, il y a du positif, il y a du négatif dans les évolutions très, très récentes de l'apiculture, du paysage, de l'environnement, etc. Voilà. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ces différents sujets qu'on a évoqués, je vous ai mis quelques références. Si c'est les ruchers, les murs abeilles qui vous intéressent, vous avez Robert Chevet qui a beaucoup creusé le sujet. Vous pouvez trouver ses publications sur Internet. Avant lui, il y avait Eva Crane, une Anglaise qui s'est intéressée à ça et qui était venue donc, dans le Béarn et même à Saint-Faust présenter ses travaux. Sur la cire de deuil, là vous avez un petit musée qui est assez intéressant, pas très loin de Pampelune, de l'autre côté des Pyrénées, avec cette publication-là, donc sur la cire de deuil et les bénédictines et cette tradition. Et enfin, si les musées vous intéressent, Emmaüs, donc là vous avez les horaires, 14h30, 17h le mercredi et le samedi, ou la Cité des Abeilles à Genos, un petit peu plus loin. C'est à quoi? C'est à 1h30 d'ici maximum. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.